Si je vous dis paella, paella, qu'est-ce que ça vous évoque? Bien évidemment un plat culte, un plat mondialement connu. Et c'est dans Food Saga qu'on va vous raconter son histoire et son origine. Les Espagnols considèrent qu'il n'y a aucun restaurant en Espagne qui fait une bonne paella et encore moins à l'international, excepté bien évidemment dans le restaurant des Ciriers où nous sommes actuellement en train de faire le tournage. Bonjour, je m'appelle Arnaud Jacobs, second du restaurant des Ciriers, et pour Food Saga, je vais vous préparer la paella. J'ai commencé par faire saisir un petit peu des ailerons de poulet pour avoir des sucs. Ensuite, j'ai rajouté les encornets pour les saisir. Puis la garniture avec du poivron, de l'oignon et de la tomate qui va aider à décoller les sucs en rendant un peu de jus. Ensuite, je verse le riz avec les épices. Je prends du riz bomba, c'est un riz espagnol de Valence. Alors je mets du safran et le spiegel, c'est l'épice espagnole. Ensuite, je mouille avec du bouillon de volaille et du fumet de poisson. Je vais porter à ébullition, je vais couvrir, je vais laisser 10 minutes tranquille pour que le riz gonfle un petit peu. Ensuite, je vais rajouter donc des moules, des crevettes. Je mettrai aussi tout à l'heure des langoustines. Alors le riz qui est quand même la base de la paella, d'où vient-il? Pourquoi il arrive en Espagne? Il vient par les Arabes et les musulmans qui ont été le trouver en Inde, parce que ça a été les premières populations à commercer avec l'Inde, pour amener de la soie, pour acheter des tapis, etc. Et ils ont ramené dans ces voyages deux choses essentielles, l'aubergine d'une part et le riz d'autre part. Et le riz va rentrer en Espagne par exactement l'invasion des arabo-musulmans qui entrent en Espagne, en Andalousie, qui vont apporter le riz. Le riz va être petit à petit s'étendre dans toute l'Espagne, il va être cultivé à peu près partout. Et c'est comme ça qu'on va enfin avoir le riz un peu partout dans le pourtour méditerranéen, en Italie, en Espagne, dans le Maghreb, sauf la France, paradoxalement, qui va être très très prudente sur le riz, qui sera cultivé finalement qu'en Camargue. Et évidemment, pour la paella, il fallait un riz spécial. Et ce riz spécial, il est ni trop long, ni trop rond. En fait, il est entre les deux et en tous les cas, il a la particularité d'être très absorbant. Et c'est ça qui va faire le charme de la paella parce qu'il va absorber toutes les senteurs de la paella. Et donc ce riz, on le trouve, il s'appelle la bomba, la marque la plus connue, c'est la bomba. Alors on le trouve en France. C'est un peu difficile, mais il faut quand même chercher, puisque chercher, ça fait partie du plaisir quand même. Alors la paella valenciana, c'est celle qui nous intéresse, c'est bien sûr la plus célèbre de toutes les paellas en Espagne, et il y en a beaucoup. Elle est née dans la région de l'Albufera. L'Albufera, c'est une grande étendue d'eau douce qui est pas loin de Valence et dans laquelle le riz va pousser. Et c'est à partir de là que va naître la paella valenciana. Au départ, d'après les puristes, elle est composée simplement, si j'ose dire, de riz bien sûr, de safran, toujours, d'huile d'olive encore, et évidemment de ces petites anguilles, ces petites anguilles qui vivaient justement dans la rizière. Et donc c'est elles qui vont prendre les pêcheurs, la découper en morceaux, et elle va faire partie de la première paella de l'histoire, si j'ose dire, avec une fondue d'œil et de persil. Et voilà, c'était comme ça que la paella a commencé. Valence est parfaitement située. La mer d'un côté, la terre de l'autre. Alors évidemment, il y a une paella de la mer, il y a une paella de la terre. La paella de la terre, c'est les paysans qui vont la faire. Alors on retrouve évidemment le riz, le safran, le paprika et l'huile d'olive, mais il va s'y rajouter le poulet, le lapin, les haricots verts et blancs, les fèves, et il va y avoir aussi les tomates qui vont arriver, et ça va faire donc la paella de la terre telle qu'on la connaît aujourd'hui. Par contre, nos fameux escargots, les baquetas, ne sont plus là. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus au fil du temps de plus en plus rares et de plus en plus chers. Donc, dans la majorité des cas aujourd'hui, ils sont remplacés par les petits escargots qu'on connaît partout. Alors concernant la paella de la mer, on a toujours la base du riz bien évidemment, mais on y trouve des langoustines, des crevettes roses et des gambas, des moules, des tomates, de l'huile d'olive, safran, paprika comme toujours, calamar coupé en petites rondelles et surtout, ne jamais rajouter dans la paella ni citron ni chorizo. Alors, n'en déplaise à certaines, la paella, c'est une histoire d'hommes. Mais oui, effectivement, à l'époque, c'était les hommes qui s'occupaient de cuire cette paella. Et en fait, c'était très simple. C'était tout un rituel. Il fallait choisir un bois très spécifique pour permettre une cuisson uniforme de la paella. À savoir, ils allaient choisir du bois de pin, d'oranger ou des serments de vigne. Et c'est les 5 dernières minutes de cuisson où en fait on met le feu à fond, je dirais, pour obtenir la socarate. C'est ce petit croustillant que l'on trouve au fond de l'ustensile que les gens s'arrachent, on racle le plat et là on se délecte. Alors, nous ce qui nous intéresse avec vous, je vous présente d'abord Pierre-Alexis Benguel. Vous allez le dire mieux que moi, vous travaillez avec Gérard Bertrand et vous êtes... Je suis son chef sommelier exécutif. D'accord. Donc Gérard Bertrand
Est-ce qu'on le présente encore? On se demande, tellement il a une notoriété maintenant en France qui est énorme. Enfin, 2 mots sur lui. C'est l'homme du Sud, c'est l'homme du Languedoc. C'est l'homme de la côté de Narbonne. Hein, il a son domaine, son premier domaine. Et maintenant, on peut dire qu'il a pratiquement un vin dans toutes les appellations du Languedoc, quoi. 17 domaines, exactement. Voilà, 10. Ce qu'il a que Gérard, c'est un amoureux des accords mets et vins. Il passe beaucoup de temps à goûter des plats et à goûter les meilleurs vins qu'il puisse associer. Quand on a discuté de la paella, c'était assez évident que c'est un plat méditerranéen, plutôt simple, plutôt festif. Ouais. Alors, vous avez sélectionné, on va prendre le premier vin. Hein. C'est le gris blanc. C'est un pays d'oc. Voilà. C'est un magnifique rosé qui est un assemblage de grenache Ouais. et qui se veut être festif, simple, frais Alors, et en tout cas, minéral. il y a le grenache gris. Ça s'appelle gris blanc parce qu'il y a du grenache gris et du grenache blanc, Voilà, qui sont des cépages pas faciles à travailler, mais très bons à boire. C'est ça? exactement. Voilà. Alors, donc, c'est un rosé. Bon, on va le goûter. Hein. Donc, c'est votre premier choix pour une paella. Donc, il faut un vin, en fait, qui soit assez... ça se boit frais, hein, bien sûr, évidemment. À boire très frais, avec la paella bien chaude. Alors, deuxième vin. Alors là, extraordinaire. Hein. D'abord, la présentation. D'abord, la bouteille. C'est une bouteille en céramique. Hein. C'est en terre cuite, voilà, qui rappelle les amphores Absolument. de la région narbonnaise, qu'on rappelle qui est une des premières régions viticoles en France et du pourtour méditerranéen. Les Romains étaient là déjà depuis longtemps. Exactement. C'est vrai. Alors, c'est une bouteille magnifique, hein, avec un dessin qui est un peu inspiré par Jean Cocteau. Hein, c'est très Jean Cocteau, on le voit bien là. Hein. C'est assez étonnant. Enfin, en tous les cas, c'est merveilleux. Alors, d'autre part, deuxième originalité, c'est une clairette. Alors, la clairette, c'est pas un cépage très connu, c'est un vieux cépage. C'est un vieux cépage qui reste et qui est originaire du Languedoc. Ici, d'autant plus qu'elle est à Adissant. Donc c'est une appellation clairette du Languedoc Adissant. Ah oui. C'est un village unique où ce clone de la clairette s'exprime dans sa plus belle version. Et c'est où, Addison? Alors on n'est pas très loin de Cabrières. Ah, mais d'accord. Donc on est environ au nord-ouest de Béziers. De Béziers, d'accord. Ouais, ouais, c'est magnifique. Alors, cette clairette, oui, on disait à l'époque d'ailleurs que c'était un cépage qui poussait partout où l'olivier pousse. C'était beau hein, comme définition. Je ne sais pas si elle est toujours valable, en tout cas c'est très beau. Et c'est très bien d'avoir ressorti ce cépage. Il est facile à travailler, ouais. C'est un cépage qui est plutôt facile à travailler, qui s'exprime vraiment, on va retrouver, hein, il a une complexité aromatique, un petit peu de sucrosité. Donc on a à la fois une dimension sur la fraîcheur et une dimension sur la sucrosité. Donc ici, on a à la fois toujours la fraîcheur, donc on va avoir ce côté marin, minéral, mais ce côté sucré qui va venir contrebalancer le côté épicé. Ah, c'est une merveille. Non, moi, je trouve que c'est un vin magnifique. Même à boire comme ça. Hein. Gérard aime beaucoup l'art, Oui, c'est vrai. beaucoup la culture. Et donc cette bouteille, ce cépage, pour lui, c'est quand même quelque chose d'assez important et original. Et puis moi, je trouve sur une table, il y a toujours ce côté convivial. Non, puis c'est très original, c'est magnifique. De toute façon, avec Gérard Bertrand, vivre, ça devient un art. Hein. Boire du vin, ça devient un art. Bien sûr. Non, mais c'est vrai.